peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi, c'est Audrey, enchanté. L'hôte du jour est une autrice qui a d'autres casquettes et que l'on va découvrir. L'hôte du jour, c'est Audrey Millet. Salut Audrey, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ravi de te recevoir ici. Merci pour l'invitation. Ça fait longtemps. Oui, qu'on discute, ouais, et on est enfin là. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je suis Audrey Millet, donc docteur en histoire et spécialiste de l'industrie de l'habillement, du textile, mais pas dans sa version jolie, ni esthétique, plutôt dans le côté sombre, la face cachée. Et ce qui m'intéresse, c'est l'économie, le social, les droits humains et en fait, d'une manière globale, la justice sociale. Et pourquoi avoir fait ce choix de vouloir dénoncer la face cachée de la mode? Je crois que c'est pas un choix en réalité. Lorsque un des premiers livres qui a été une forme en fait de dénonciation, c'était pas du tout voulu. C'était le livre noir de la mode qui est paru au Pérégrine, donc chez le même éditeur. Et je voulais en fait écrire sur le plagiat, sur l'imitation, l'inspiration à travers les siècles, ce qui était un bout de ma thèse. Et en fait, c'est juste le premier chapitre. Et en tirant le fil, eh bien, je me suis retrouvée dans des salaires qui n'étaient pas payés, des hiérarchies salariales abominables, des poubelles, des décharges en Afrique ou en Asie. Euh, c'est le fil, en fait, qui se tire tout seul. Le chercheur cherche et il trouve ce qu'il trouve, hein. Donc, ça a donné un livre, mais c'était pas une volonté. Et pour revenir sur le fait que tu sois docteur en histoire, pourquoi tu as voulu faire de l'histoire? Parce que raconter des histoires, c'est le plus beau métier du monde, en réalité. Et je crois que j'aime la solitude de la recherche, qui à la fois ne peut pas se passer de collectif, mais qui permet aussi de se recentrer à des moments où quand on écrit dans sa cuisine, de réfléchir sur le monde tout en s'éloignant Mm, mm, mm. du monde. Et j'aime écrire, j'adore écrire, j'écris tous les jours. Ok. Ok. Et donc, tu as choisi de cette branche d'histoire. Alors je dessinais très bien quand j'étais petite, donc j'ai d'abord fait en fait une école de mode et je me suis pas du tout vue dessiner toute ma vie. Ensuite j'ai fait histoire de l'art, donc je Ok. suis un peu, ouais, les images j'aime ça, je les vois. Et ensuite j'ai fait histoire parce que je m'intéressais aux dessinateurs pour les manufactures. Donc au 18e, 19e, c'était du papier peint, de la toile de coton, des soieries, des céramiques. Donc en fait, les dessinateurs, c'était déjà une histoire ouvrière et je crois que ce sont finalement ces ouvriers qui sont toujours dans mes livres. Mm, 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 mm. Et combien de livres tu as écrit? Ah, je sais pas. Six, peut-être, oui. Ok. Et tous autour de la mode, au final. Alors, oui, Quasiment. oui, quasiment. Et puis même, en fait, des préparations au CAPES et à l'agrégation, donc destinées aux étudiants, où c'était des documents, où je faisais la transcription, par exemple, d'archives ou de sources imprimées de journaux. Donc notamment, d'abord sur les sciences et les techniques, donc du 15e au 18e siècle. Sciences et techniques, le geste, les ouvriers, ils sont toujours là. Et le travail dans le monde occidental au 19e siècle. Donc, ouais, toujours les ouvriers, toujours ce geste, le travail. Ouais, je m'intéresse. L'histoire du travail, ça m'intéresse énormément. Mm, 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 mm. Et justement, là, on va se focaliser sur ton dernier livre qui s'appelle L'Odyssée d'Abdoul, qui est un livre difficile à lire. Difficile à lire parce que c'est un périple, une histoire vraie. J'aurais préféré qu'elle soit pas vraie, mais elle est vraie, malheureusement. Euh, Pourquoi avoir voulu écrire ce livre-là?
Je crois que je n'ai pas eu le choix. J'ai vécu 2 ans en Italie, à Florence et à Prato. Donc Prato, c'est à 20 kilomètres à l'ouest de Florence et j'y retourne tous les ans et là, j'écrivais un autre livre, et je suis allée me promener un moment pour me changer les idées. J'allais dans un supermarché, de vêtements de fast fashion, ce type de supermarché véritablement où quand vous entrez, Heu, ça sent tellement les produits toxiques que vous avez l'impression que tous vos poils du nez tombent. Mais je vais toujours vérifier ce qu'il y a, des contrefaçons. Nous sommes en juin 2022 et un monsieur, heu, est là à côté de moi sur le trottoir. On allait traverser, c'était rouge, je m'entends parler français et il me dit: «Vous parlez français?» J'ai dit: «Oui, vous aussi» et ce qui me marque à ce moment-là, c'est que cette personne est noire et qu'en fait, les Noirs, à Prato, ce sont les sous-fifres dans l'industrie, textile, des Pakistanais, des Bangladais et surtout des Chinois. Ils rasent les murs, ils travaillent tout le temps, donc vous ne les croisez même pas dans la rue. Ou ils sont sur leur vélo et ils vont d'une usine à l'autre. Et on traverse comme ça ce passage piéton, je lui serre la main, j'arrive pas à la quitter et il me dit, je lui dis: «Ah mais vous faites quoi monsieur? Vous appelez comment?» Il me dit: «Je m'appelle Abdoul et je suis tailleur». Alors, ce que ne sait pas Abdoul à ce moment-là, c'est que moi, je suis spécialiste de l'industrie de l'habillement. Donc j'ai un peu l'impression que, certains vont dire: «C'est la main de Dieu». Moi, je pense que c'est peut-être la main invisible du marché d'Adam Smith, qui est là, devant ce supermarché, de fast fashion chinoise. Il me donne son numéro et je l'appelle et je voulais pas écrire un livre, heu, encore et il me donne 2 rendez-vous. Bah, en fait, aux 2 rendez-vous, il vient pas, il me laisse, sous 40 à l'ombre, sauf que j'étais au soleil. Je crois que la 2e fois que je suis rentrée chez moi, je délirais. Je devais avoir une insolation, j'arrêtais pas de rigoler et j'avais perdu mon Abdoul, en fait, il me répondait pas. Et quand je suis rentrée en France, pendant 2 mois, je l'ai pas contacté, mais j'arrêtais pas de penser à lui. Alors je savais rien sur lui. Mais juste, Audrey, je reviens sur quelque chose. Vous êtes sur, vous traversez ensemble, mais qu'est-ce qui, il te donne son numéro comme ça parce que tu parles français, il parle Ouais, français, juste pour ça. là, c'est vraiment, la francophonie Ok. parce qu'il est en Italie. Mhm. Donc il parle italien, hein, et on croise pas souvent des Français et donc là, c'est une amie française, enfin, et c'est mon ami français aussi. Alors je lui dis: «Mais vous venez d'où?» «Ah, je suis ivoirien» et en fait, c'est la France qui nous a réunis là, c'est le langage. Mm, 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 mm. Et après 2 mois, tu penses encore à lui, mais qu'est-ce qui se passe? Tu le contactes? Alors je le contacte. Je prends mon courage à 2 mains le lendemain de mon anniversaire, je lui envoie un SMS et je lui dis: «Bonjour Abdoul, je voudrais vous dire toute la vérité. Je ne suis pas, de la police, je ne suis pas d'Europol, je ne suis pas journaliste, je suis historienne» et je lui envoie mon profil universitaire et je lui dis: «J'aimerais bien discuter avec vous, de l'industrie de la mode, si c'est possible» et là, il me répond dans la seconde et il me dit: «Oui, vas-y, appelle-moi, je suis là» et là, c'est moi qui ai eu peur, qui ai eu la trouille et je lui ai dit: Non, je suis pas libre. Demain, demain». Et je l'ai appelé que le lendemain. Là, c'était, là, c'était moi, c'était trop rapide pour moi et le lendemain, on a fait notre première visio. Ok. Et tu voulais l'appeler juste pour savoir comment ça se passait l'industrie de la mode, c'est ça? À Oui, la voilà. base. Ok. Comment ça se passait? Parce que Prato est donc, une très, très vieille industrie, textile en Italie, qui date du 15e siècle, qui a jamais été spécialisée dans le très, très chic, très, très beau, hein. C'était vraiment, ce qu'on appelle des chiffons et cette industrie a été les outils de production ont été rachetés par les Chinois, et notamment la minorité Wenzhou, dans les années 80. Ils sont partout, les Italiens n'ont plus les outils de production. Ils ont imposé, un régime de sommeil, c'est-à-dire qu'ils font travailler les gens, H24, ils dorment dans les entreprises. C'est totalement illégal, c'est de l'esclavage et je voulais juste en savoir plus. Heu, je pensais qu'ils savaient quelque chose. Mm, mm, mm. Comment se passe le premier visio?
En fait, pendant 6 mois, on a discuté et la première visio s'est bien passée. Je, mmh, je voulais être respectueuse, je voulais pas poser trop de questions et il m'a dit vraiment, parce qu'il y a des phrases comme ça qui se sont imprimées: «Oui, Audrey, je vais te raconter cette industrie de merde de la mode, mais il y a quelque chose qu'il faut absolument que tu saches, c'est que je suis africain et que je ne voulais pas venir en Europe». Et je crois que à ce moment-là, j'ai déjà commencé enfin, j'ai compris. J'ai compris que les seaux de merde allaient tomber et qu'il y allait avoir des informations de fou. Mais on y est allé petit à petit. Lui, il était en Italie et puis moi, en fait, à un moment, j'étais en Norvège, donc on faisait des visios, entre la Norvège et l'Italie. C'était un peu délirant, mais très régulièrement, tous les 2 3 jours, hein. Vraiment, ça veut dire que lui rentrait du boulot et donc retravaillait avec moi. Mais il se méfiait, il a raison et moi aussi je vérifiais absolument toutes les informations. Chercheuse. Heu, Vrai. oui, une vraie chercheuse parce que, il me il me donnait vraiment de toutes petites informations. Il voulait voir qui j'étais, si c'était juste pour profiter de lui, écrire un papier, de 2 pages. Non, non, c'était pour un livre et Parce qu'il voulait en fait raconter son histoire. Il te le fait comprendre. Il le sous-entend. il me dit que, oui, il peut me parler. Ok. Mais son histoire, je la connais pas. C'est-à-dire que, là, je me rends vraiment pas compte de ce qu'il va me Parce que, raconter. parce que quand il te dit, je suis un Africain, je veux venir en Europe, Je n'ai je n'ai, jamais pardon, je n'ai jamais voulu venir en Europe, mais j'y suis. Toi, tu sens qu'il y a une histoire derrière tout ça, mais tu te dis, je vais aller doucement pour essayer de savoir un peu. oui, voilà, donc je lui demande ses horaires de travail, comment ça s'est passé. On parle fringues, on parle de sa formation. Hem, je lui demande un peu sa famille, mais je fonce pas trop parce que je sais déjà qu'il y a énormément de douleur dans son histoire et notamment cette fois où il me dit: «Mais je suis passé par la Libye» et en fait, je lui dis: «C'était comment la Libye?» et il me dit: «Ça va». Ah ouais. Et quand il me dit ça, je lui dis: «Ah oui, tout le monde aime Abdoul». Il me dit: «Oui». Et quand il me dit: «Ça va en Libye», je me souviens, on était en décembre, 2022. Je me suis dit: «On va y aller, on va y aller cool». Et le 2 juin, alors Abdoul, c'est pas le pro des dates, hein, ça c'est pour moi les dates. Le 2 juin 2023, Ah, l'histoire, hein. T'es obligé de. voilà, donc en fait, je suis sa chronologie. Le 2 juin 2023, 1 an, jour pour jour, après notre rencontre sur ce passage piéton. Je lui envoie un message parce que j'écris sur Ouagadougou. Je lui dis mais parce que je retrouve l'atelier où il était, Google Earth merci. Maintenant on peut faire des recherches comme ça, c'est dingue, hein. Mhm. Et je lui dis: «Tu étais avenue de la Liberté à Ouagadougou, donc pratiquement esclave». Et il me dit: «Non mais maintenant Audrey que tu trouves tout, je vais tout te dire». Et là, franchement ça a duré 3 mois. Il a tout lâché. Mm, 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 mm. Et ça a dû lui faire du bien quand même de te raconter son histoire. Alors Abdoul dit, aujourd'hui, j'ai retrouvé la mémoire grâce à ce livre parce que, lorsqu'il a ét lorsqu'il était, sauvé, qu'il était quand même en Italie et non plus en Libye, par exemple, il a voulu, oublier. Oublier, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas dormir parce qu'en fait, vous faites des cauchemars. Donc il a été souvent à l'hôpital parce qu'il ne dormait plus, et il a voulu tout oublier. C'est-à-dire qu'il a fallu refaire entièrement le puzzle de sa vie. Donc prendre les informations en vrac comme elles venaient, absolument pas de manière chronologique. Donc en fait, à un moment, les informations, moi, je me suis pas rendu compte, hein, lorsque je faisais ça. Je les écrivais sur des post-it et quand je vois aujourd'hui mes boîtes de 4 000 post-it, c'était la mémoire d'Abdoul. Tout était fracturé, fragmenté et il a fallu recoudre tout ça, pour lui redonner son histoire et il comprend mieux ce qui s'est passé et il s'est dit certaines fois il s'est tout le temps dit.
pendant son trajet qu'il avait fait les mauvais choix. En fait, non, il n'a pas fait les mauvais choix. Il a été pris dans un trafic d'êtres humains euh, où tous les types de trafic coexistent. Ce n'est pas sa faute. Mm, mm, mm. Bien sûr. Bah, à la base, lui, il est ailleurs, il cherche un avenir meilleur, on lui propose quelque chose, il y va, quoi. C'est- Il a une famille formidable, et notamment son papa et sa maman, bien entendu, Mamadou. Son père a un champ de cacao. Il faut savoir, quand vous avez un champ de cacao en Côte d'Ivoire, vous n'arrivez pas à en vivre. Parce que le collecteur de cacao va garder de l'argent pour lui. Et son père lui dit, Abdoul, tu es mon enfant, mais tu es différent des autres. Tu es un peu un intellectuel quand même, et c'est vrai, c'est un intellectuel. Et Abdoul, tu vas apprendre un métier. On va pas te mettre au champ de cacao. Et donc, il l'envoie chez un cousin pour qu'il apprenne un métier. Donc, Abdoul est couturier. Il est tailleur d'habits. Sauf que pour gagner sa vie, il doit s'installer, ouvrir son atelier. Ça signifie quoi? Ça signifie s'acheter une machine à coudre, un mètre ruban, des aiguilles, du fil, du tissu, des tables, des chaises, et toutes ces choses-là. Et il demande à ses parents ne peuvent pas l'aider. Ils ont déjà du mal à s'acheter un sac de riz. Ils ne peuvent pas l'aider. Mais il rencontre quelqu'un qui le manipule, Ousmane, et qui lui dit, mais est-ce que tu es un bon tailleur? Est-ce que tu es un bon couturier? Ah oui, oui. Et Abdoul lui dit, voilà, moi je fais ça, je fais ça. C'est quelqu'un de très appliqué, ça se voit sur lui. Euh, et je bois pas d'alcool, et je fume pas. Et donc tu es un bon ouvrier. Oui, oui, je suis un bon ouvrier. Bah, ça tombe bien, lui dit Ousmane. Moi, j'ai une entreprise à Ouagadougou. Et va dans mon entreprise. Et Ouagadougou, c'est à côté. Hein. C'est comme si j'allais travailler à Genève, au Luxembourg. C'est la porte à côté. Va, on se donne rendez-vous. Va dans l'entreprise et tu auras du travail. Donc, il prend son ticket de bus, le bus Rimbo. Rimbo, le roi de la route. C'est son slogan, qui est la compagnie de bus la plus importante d'Afrique. Et il arrive à Ouagadougou. Et ça se passe pas comme il le voulait, finalement, Ouagadougou. Bah, il arrive, il n'y a pas d'Ousmane à Ouagadougou, donc il va traîner, et finalement, il va trouver un atelier qui va l'embaucher. Alors tout est... y a jamais de contrat là-bas, hein, ça n'existe pas. Et au bout de 15 jours, il demande sa paye, donc il fait des vêtements traditionnels, et le patron lui répond, mais c'est pas possible, les gens qui rentrent dans mon bureau, ils veulent toujours de l'argent. Donc, il arrive à récupérer quelques sous. Alors, on lui enlève le gîte, le couvert. Bon, le couvert, c'est du riz, hein, c'est sans huile de palme, sans oignon. Et il continue à chercher du travail, parce que là, il est parti. Il se dit, bon, bah, je vais continuer. Et on lui dit, mais il y a du boulot au Niger. C'est à côté, le Niger. Donc, il va à Niamey. Et alors, il faut savoir que là, il n'y a pas de passeurs. Les passeurs existent. Mais il y a aussi une mythologie sur les passeurs. Là, en fait, il se paye son bus. Et il arrive à Niamey. À Niamey, en fait, le seul travail qu'il trouve, c'est les champs d'oignons. Donc, il se retrouve à quatre pattes avec les oignons qu'il met dans des cabanes qui sont en train de pourrir. Il y a une odeur abominable. Il se dit, bon, bah, je vais aller dans la ville d'à côté. Parce que mon père m'a dit, ne fais pas le champ de cacao, je ne vais pas faire le champ d'oignons. Mes parents m'ont encouragé. J'ai une formation, j'ai un métier. Ça, c'est très important. Et donc, il reprend le bus, Rimbo, le roi de la route, et il arrive à Agadez. La fameuse Agadez, la ville. Faut qu'on s'arrête sur cette ville-là parce que cette ville-là, en fait, a une réputation. C'est la ville où il y a le croisement des gens qui viennent de Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina Faso, etc. L'épicentre, en gros, où il y a beaucoup de migrants, en fait. Agadez, c'est une ville champignon. Ce type de ville, au milieu du désert, qui a poussé. Alors, ce fut une belle ville, hein, il y a plusieurs siècles quand même, magnifique.
Et ces huîtres champignons, il faut s'en méfier. Il y en a plein dans le Ténéré. Là, on est au nord du Niger. En fait, ce sont des villes de trafic où tous les migrants se retrouvent. Et on le sait. Je veux dire, j'invente pas des trucs. Je les ai pas trouvés euh, de manière trop difficile. Ce sont des villes dortoirs où les gens passent, repassent. Et, euh, et c'est la première fois, même sur tout le reste du trajet, c'est la première fois que j'ai vu Abdoul avoir peur, quand il m'a raconté ça. Il m'a dit, Audrey, c'est la ville la plus sale de toute la Terre. Là, il se retrouve à dormir à la gare. Il a peur d'ailleurs qu'on lui vole son sac, donc il l'enterre. Les gens se battent comme des chiens, hein. Il voit un mec se faire arracher l'œil. Euh, on parle souvent de la Libye. Agadez, c'est les portes de l'enfer. C'est un petit enfer. Les cercles de l'enfer commencent là. Euh, et c'est l'endroit aussi euh, où il voit et il s'excuse toujours, Abdoul, il ne pouvait rien faire. Voilà, il s'excuse toujours. Où il voit des petites filles kidnappées sur la route, là, par des voitures sans plaque d'immatriculation. On les prend, on les met dans la voiture repasse plus tard et laisse la petite fille sur la route qui a 6, 8, 9 ans et qui a été violée. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Et quand il est à Agadez, il cherche du travail à Agadez, il trouve pas. Non, mais à Agadez, il n'y a rien en fait. Il a eu tellement peur, il est resté 15 jours à Agadez. Parce qu'il Euh, dit qu'à un moment donné, il voit aussi des gens d'origine nigériane et il comprend qu'eux sont dans les trafics d'êtres humains, etc. Alors Abdoul, il comprend pas tout sur le moment parce qu'en fait, il est dans sa démarche. Mm, mm. Il est en train de il cherche du travail en fait. Euh, et le fameux Ousmane dont je parlais, donc le premier rabatteur, était du Nigeria. Et en fait, on retrouve tout le long le Nigeria. Et il ne met pas les pieds au Nigeria, hein. Il est au Niger. Et par exemple, je vous parlais de Rimbo, le roi de la route. Le patron de Rimbo, le roi de la route, est un Touareg qui, euh, durant euh, des luttes Touareg, a réussi à prendre la main sur pratiquement tout le réseau de transport. Alors, transport de colis, mais transport de passagers. Et on parle des passeurs. Mais en fait, pour faire passer des gens, il faut des transports. Et toutes ces compagnies, en fait, sont connues pour trafic de cocaïne, entre autres, trafic d'armes, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans les bus. Et on, on les laisse faire, en réalité. Mais il ne sait pas. Rimbo, en fait, c'est une compagnie comme comme, Flixbus, voilà. et en fait, toutes ces compagnies de bus, il faut vraiment s'en méfier. C'est pas cher, hein, mais de toute façon, quand c'est pas cher, il y a quelqu'un qui le paye, hein, derrière. Et là, on lui dit, il faut vraiment qu'il parte d'Agadez. Non, mais Agadez, c'est dangereux. Tout le monde peut crever, là, dans la minute. Et il disait toujours, là, tout le monde peut te tuer. Tu passes au coin de la rue. Et on lui dit, mais il y a du boulot en Libye. Alors nous, on connaît la Libye. Abdoul aussi. Abdoul, il adore regarder les news. Il sait il sait que Kadhafi est tombé. Il le sait. Ce qu'il ne sait pas, et ça c'est le côté, Abdoul n'a pas eu de chance, hein, euh, dans cette odyssée, mais il a aussi eu de temps en temps de la chance, on le remarquera. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait la seconde guerre libyenne vient de commencer, mais véritablement 15 jours avant qu'il arrive en Libye. Et là, il va faire... donc là, pareil, il ne paye pas. Il monte dans un pick-up. À Agadez, tout est organisé. Il fait très froid dans le désert la nuit. On le dit pas assez. Très chaud pendant la journée. Donc, il vous faut aussi une cagoule, des lunettes de soleil. Et
Les rues d'Agadez, vous avez plein de vendeurs comme ça, qui vont vous vendre les cagoules. Vous savez aussi des anses comme ça pour l'eau, donc que vous portez autour du cou. Ce qui veut dire que toutes les autorités savent exactement ce qui se passe. Et il va monter dans un pick-up. Il y a des gens qui, vu que le pick-up va très très vite, alors le monsieur du pick-up, là, s'appelle Camara. Il vient du Nigeria, encore. Et ils sont vraiment très nombreux à l'arrière du pick-up. Et Camara, donc, avec un bâton, frappe pour faire rentrer les gens. Il frappe pas les gens, mais il frappe pour les faire rentrer. Et là, manque de peau, il ouvre la jambe d'Abdoul. Mais il l'ouvre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a une cicatrice du genou à la cheville. Donc Abdoul finit dans la cabine du pick-up, à côté de Camara, presque un philosophe Camara, qui explique à Abdoul que le trafic d'êtres humains, ça rapporte plus que la drogue, que lui quand même il se tient bien, il fait pas du trafic de petites filles, mais qu'il faut bien gagner sa vie et qu'il faut bien des chefs dans la vie et que lui fait partie aussi de ces gens-là. Et donc il soigne Abdoul, avec une vieille bouteille d'alcool frelaté, parce que Abdoul s'est évanoui. En fait, il aurait pu le laisser dans le désert. Et lorsqu'il est dans le désert, dans cette cabine, à côté de Camara, il voit mieux qu'à l'arrière. Et il voit des corps dans le désert. Camara freine devant ces corps et lui dit, tu vois, c'est tes frères. Eux aussi, ils ont essayé d'avoir une vie meilleure. Il faut savoir qu'ils ne payent pas Camara. Donc on ne peut pas me dire, oui, mais avec tout cet argent, il aurait pu acheter sa machine à coudre. Non, non, il ne paye pas Camara. Il promet de payer à son arrivée en travaillant. Et ça, c'est sûr, il le dit, à ça, j'ai payé. Et donc, il fait le périple en Libye, il arrive en Libye et il y a un comité d'accueil avec des gens armés qu'on appelle des capots, Ouais. qui en gros dispatchent les gens. Ils les Oh. appellent en gros eBay, je crois, qui veut dire en gros esclave. eBay, mini-esclave. Donc, le pick-up arrive dans une ville qui s'appelle Gatron, que vous pouvez regarder sur Google Earth. C'est une rue, une route, des entrepôts, des enclos, des hangars. Ça ressemble à rien, c'est pas une vraie ville. Hein. Et des stations essence, parce que les pick-up, il faut bien, leur fournir l'essence et au bus aussi. Il arrive là, et c'est ce qu'on appelle, et ce sont les mots qui sont employés sur place, c'est la sélection. Ils vont sélectionner les gens. Donc à droite, ce sera les vieux qui ne servent absolument à rien. Les femmes après 35 ans qui ont eu des enfants, bon, elles sont un peu pourries, donc on les met dans un autre groupe. Ah, les petites, celles qui ont eu leur menstru, on les met ici. Celles qui ne les ont pas eues, on les met ici. Les ados, là, toujours vierges, comment ils savent qu'elles sont toujours vierges? Je ne vous fais pas de dessin. Ils vont regarder. On va les mettre là, et en fait, le soir, la nuit, donc il est dans son enclos, Abdoul, il assiste à la vente aux enchères de vierges pour 300 €. C'est-à-dire, voyez le prix d'un téléphone, et je ne vous parle même pas des téléphones les plus chers. Voilà ce que vaut l'être humain. Terrible. C'est terrible. Mais il s'en sort. Il s'en sort, parce qu'Abdoul, il s'en sort. Il faut quand même se réjouir de tout ça, parce que les Libyens cherchent des travailleurs expérimentés, des professionnels. Et c'est là que le papa d'Abdoul lui a encore sauvé la vie. Alors, ils cherchent des horlogers, bon, ils n'en trouvent pas, des bijoutiers, bon, ils n'en trouvent pas. Mais des maçons, des charpentiers, des mecs du bâtiment. Et lui, il dit, je suis tailleur. En fait, ça lui sauve la vie. On le met dans un camion avec d'autres, un camion anciennement frigorifique de tomates. Et
direction une nouvelle ville, Saba. Il y a des gens qui meurent quand même dans le camion. Et lorsqu'il arrive à Saba, la première chose qu'il voit en descendant du camion, c'est effectivement Ibeid égale négro sur le mur. Tout est dit dans cette ville qui est un camp de concentration, c'est-à-dire où on concentre des gens, où ils ne peuvent pas s'échapper parce qu'en fait c'est le désert à côté, donc ils vont crever. Dans cette ville qui concentre ces Noirs, ils sont traités comme, même pas comme des animaux. Ils peuvent se faire tuer à n'importe quel coin de rue. Ils ne peuvent pas marcher dans la rue à plus de 2, sinon ils se font tabasser. Les enfants les traitent d'Ibeid, de mini-esclaves. Mini-esclave, c'est sombre merde, petite chose. Et on le met dans une fabrique, une usine, chez Hassan de Saba, qui, et ça le choque toujours Abdoul, Hassan de Saba est ivoirien, comme lui, et qui met en esclavage des gens comme Abdoul, et il va coudre toute la journée, pendant 12-14 heures, des tapis de prière. Là, on leur donne, entre guillemets, un logement, c'est-à-dire que toutes les maisons abandonnées et délabrées et fracassées des Libyens qui sont partis sont... en fait, c'est une forme de colocation. Donc, il y a 2 mecs du bâtiment, par exemple, avec eux. Il y a Mossa, il y en a un autre. Ça tourne un peu. Les mecs du bâtiment, ils durent en Libye à peu près 6 mois, hein, parce que c'est trop difficile, beaucoup trop difficile. Ils peuvent tomber, se faire extrêmement mal. Et Hassan de Saba, enfin le contremaître, leur file quelques sous pour aller chez l'épicier et s'acheter du riz. Alors il y a une forme de solidarité aussi, parce que on ne survit pas à ces choses-là sans quand même de temps en temps prendre soin de l'autre. Alors ça veut dire quoi, prendre soin de l'autre? Ça veut dire, par exemple, il y en a un qui va aller acheter le riz, l'autre, s'il lui reste un sou, il va aller acheter un oignon. Si c'est fête, il y aura peut-être des dates, mais il y a une forme de mise en commun qui fait qu'on va survivre. Et il faut être très au-dessus quand même, parce que lorsqu'Abdoul rentre pour la première fois dans la cuisine de sa maison, qu'on appelle quand même bloc, donc je vous ai parlé de sélection, de bloc, on les appelle capots, effectivement. Il faut savoir que capot est un terme italien, hein, pour chef, avant d'être les capots. Qui sont des esclaves, mais un peu au-dessus au niveau de la hiérarchie. Oui, voilà, parce qu'on est toujours un esclave, hein. Si vous voulez, il y a les gens comme Abdoul qui travaillent sur la machine. Ensuite, vous avez un capot qui devient un peu fou, hein. Il y a beaucoup d'héroïne, il se défonce, en fait, parce qu'il y a des trucs qui sont juste insupportables. Au-dessus, vous avez Hassan de Saba, qui est l'ivoirien, mais en fait, qui il n'est pas propriétaire, Hassan, hein. Lui, il fait régner l'ordre. En fait, c'est le Libyen. C'est un Libyen qui tient Qu'on voit jamais. qu'on voit jamais, qui tient ses structures économiques. Et il rentre dans son bloc avec Mossa, et il voit les mecs du bâtiment manger de la viande. Sauf qu'en fait, la viande, c'est trop cher, là, hein. C'est pas possible, hein. Ils peuvent pas acheter de la viande. Et Abdoul m'explique qu'en fait, il y a du cannibalisme d'exception, qui est absolument pas un cannibalisme ritualisé, absolument pas. Quand les gens ne peuvent plus manger, ils mangent ce qu'ils trouvent pour tenir le coup, parce que dans le bâtiment, c'est difficile. Et donc, ils vont chercher dans le désert, là, juste à côté, un bout de cadavre, en fait, de la viande de leur frère. Et Abdoul a dit: je vais jamais manger dans cette casserole.
On en arrive là, c'est pas la première fois qu'on entend ce cannibalisme d'exception. Mhm. Il a existé à Auschwitz, il a existé dans d'autres camps. Ça s'appelle la survie, hein. Bien sûr. En plus, en parlant d'Auschwitz, à un moment donné, lui disait que le travail libère, c'est ça? Le travail rend libre. Rend libre, pardon. Le travail rend libre, c'est-à-dire que travailler, pour Abdoul, c'est pouvoir subvenir à ses besoins, ses premiers besoins, hein, de survie, de manger, peut-être à ceux de sa famille. Mais c'est quand même la fameuse phrase qui était marquée au-dessus de l'entrée de camp de concentration. Le Et travail rend libre. il le savait pas, ça. Non, il ne le savait C'est pas. toi qui as fait le rapport qui lui a dit, ah, mais tu sais qu'il y avait cette phrase-là. Ah ben, bon, moi j'ai eu des bugs aussi, hein, parce que quand il me dit le travail rend libre, évidemment, je vois immédiatement l'entrée et Parce que tout à l'heure, tu as parlé de camp de concentration. Bah ouais. là, ce sont des camps de concentration à l'échelle de ville. Il voit aussi les filles passer parce que c'est l'histoire d'un homme là, mais on pense jamais assez aux femmes Mm. dans ces périples qui donc sont vendues aux enchères lorsqu'elles sont bankable, hein. Mais il voit les filles à Saba passer, euh, être, elles sont retenues, esclaves, hein, obligées de se prostituer. On les amène, enfin des capots aussi, les amène dans des boutiques de coiffure et de cosmétiques pour se faire belles. Elles ressortent, euh, elles sont toutes maquillées, toutes pomponnées. Et, euh, et en fait, ce sont... oui, il y a des maisons closes pour les plus jolies filles. Il y a des appartements où c'est juste du viol collectif tout le temps, 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 dans des conditions terribles. Et on a retrouvé sur... ça, c'est une médecin légiste, Christina Cataneo, qui a analysé pas mal de corps vivants et des squelettes également de ces filles. En fait, elles ont des blessures aux genoux et aux coudes parce qu'elles passent 6 mois à quatre pattes. Et être une femme, Elles sont détruites, en fait. Intérieurement, elles sont détruites. on n'arrive même pas à se rendre compte de tout ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé pour Abdoul, c'est absolument terrible, mais il le reconnaît aussi. En fait, on pouvait rien faire. Et Abdoul, dans cette forme de respect, euh, parce que il m'a dit les choses petit à petit. Et vu que je trouvais tout le temps des trucs, je lui dis mais Abdoul, faut me le dire. Tu souffriras moins. Il me dit oui, mais je pouvais pas te dire ça. T'es une dame. Il a énormément de respect pour les femmes. Il s'oppose aussi, par exemple, à l'excision. Mais toutes ces filles qu'il a vues passer, même être dans les bus, et lui raconter que une tante, alors les tantes, ce sont des tantes qui viennent du Nigeria, une madame lui a promis un emploi soit de top modèle, soit de lui payer une formation en coiffure. Et donc qu'elle rejoint cette tante. En fait, elles finissent toutes dans des bordels. C'est c'est terrible. Et justement, il arrive à... Donc, il est à Saba, et à un moment donné, il lui arrive une mésaventure qui fait qu'il se retrouve à Tripoli. Oui, bon, il est là depuis 1 an et demi, hein, en Libye. Enfin, je veux dire, il est C'est beaucoup. oui, et quand je dis que c'est un camp de concentration à l'échelle d'une ville Saba, c'est que vous en sortez pas, quoi, hein, vivant. Il va chez l'épicier, bon, qu'il commence à connaître, qui est un Libyen, avec ses potes, enfin ses colocataires. Et il va acheter de l'eau. Parce que l'eau coûte une fortune, hein. L'eau, ça coûte plus cher qu'un coca, hein. Et, euh, et le Libyen qu'il commence à connaître lui fait un dessin au stylo bic noir, un gribouillis sur une feuille blanche, sur le comptoir. Et il lui dit qui c'est. Et en fait, Abdoul sort le seul mot
enfin la seule personne qu'il connaît de nom en Libye, et sort Kadhafi. Il dit c'est Kadhafi. Là, l'épicier pète un plomb, monte à l'étage, euh, prend un pistolet, redescend avec, tout le monde lui dit barre-toi, barre-toi, barre-toi. Donc Abdoul se met à courir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Sabha était un fief anti-Kadhafi. Il rentre dans son bloc. Euh, Son ami le rejoint, lui dit mais tout le monde sait ce qui s'est passé. Le lendemain matin, il va à l'usine de tapis de prière chez Hassan de Sabha. Il est torturé de, de manière terrible, ligoté à l'envers, torturé. Et toujours dans son malheur, euh, en fait, le capot appelle quelqu'un pour venir le chercher et on l'amène à Tripoli. C'est pas du tout à côté. Il passe par Bali Walid. Bali Walid, c'est comme Sabha. C'est même encore plus flippant. C'est terrible, ce coin-là. Il a eu une peur bleue et en plus, il souffrait. Et sa jambe s'était réouverte. Et en fait, on le jette par terre sur le sol de Tripoli. Et c'est finalement ce qui l'a un peu sauvé. Parce que là, la solidarité, toujours cette chose-là, peut-être toujours ce soin de l'autre, fait que des migrants l'ont soigné. Donc dans un bâtiment désaffecté, l'ont soigné autant qu'ils pouvaient. Euh, mais ils l'ont soigné pendant une quinzaine de jours. Mais bon, il allait mieux, mais pas bien. Et en fait, ils l'ont mis sur un bateau. Et là, le bateau a pris la Méditerranée. Donc ils étaient extrêmement nombreux sur le bateau. Et il m'a toujours dit, mais Audrey, qui monte sur un bateau pneumatique, là, enfin, il faut être au bout de sa vie pour faire un truc pareil. Il faut savoir que ces gens qui se retrouvent là, au nord de l'Afrique, souvent, ils ont fait une bonne partie de l'Afrique. C'est comme si le monde se finissait là. C'est comme si la Terre était plate. Il faut être à un niveau de désespoir pour monter sur ce bateau. Bon, lui, il n'a pas trop eu le choix, on l'a déposé. En plus, il est dans un état terrible, comment dire, dans un état second. En même temps, il y a des gens aussi qui souffrent, qu'on pouvait jeter par-dessus bord. Il a eu cette chance-là. Il comprend pas trop ce qui se passe parce qu'effectivement, il est extrêmement mal. Hein. Et il y a une personne qui meurt sur le bateau. Je ne peux pas vous dire son nom, puisqu'Abdoul ne le sait pas non plus. Abdoul prend 3 places hein, à cause de sa jambe et de son état. Et les autres occupants du bateau, là, il faut savoir que c'est la nuit et que c'est pas la mer Méditerranée, celle qu'on connaît. Elle est noire, elle est vineuse, elle est sombre, elle est terrible. C'est un trou. C'est une faille. C'est la mort assurée. Et c'est tous ces cadavres en dessous, ils le savent, au fond de la mer. Cette personne meurt et les autres occupants disent bon, ben, on va le jeter à la mer, ça nous fera une place de plus. Et Abdoul dit certainement pas, vous vous rendez pas compte, sa famille. Et un mois plus tard, j'ai dit à Abdoul mais comment t'as pensé à dire non enfin, finalement. Et je crois que c'est la première fois que je l'entends, je l'ai entendu penser à lui. Il a dit mais Audrey, je prenais 3 places. J'étais le prochain à être jeté dans l'eau. C'est un moment, ça me rassure, qu'Abdoul ait pensé à lui à un moment. C'est vrai qu'il a l'air très, très altruiste. Ah, c'est un sage, Abdoul, c'est un sage. Si vous n'avez pas le moral, il faut appeler Abdoul. Hein. Il vous dit ça va aller. Hein. C'est un sage. Après un tel vécu, bah ouais, il peut que dire ça va aller. Ça va aller, ça va bien se passer. Euh, la vie est fragile. Il sait aussi, lui sait où sont les priorités. Quand on est sur un vieux rafio comme ça,
que tout le monde se pisse dessus, se vomit dessus, parce que c'est l'horreur. Et ça pue le fioul dans ces bateaux-là. L'odeur, en fait, au début, elle est plutôt bonne, en fait. L'odeur du fioul, elle défonce un peu. Et pour traverser la Méditerranée, vous avez besoin d'être pas trop clair quand même. Sauf qu'en fait, ensuite, ça brûle. Ça brûle le corps. Ah ouais, et finalement, la traversée se passe bien pour lui. Il se retrouve à Lampedusa, si je me trompe pas. Ça se passe bien. Enfin, ça- il ne se noie pas. Un bateau arrive. Un grand bateau arrive. Des sauveurs. Ils sont au milieu de la Méditerranée. Et ces gens-là les prennent un par un. Et c'est Abdul qui est le dernier parce qu'il est couché. Mais voilà, il arrive le dernier dans le bateau. Il m'a dit, j'ai cru que j'ai cru que j'allais sombrer. J'étais toujours le dernier. Je suis toujours le dernier, Audrey. Et il a des sauveteurs là. En fait, c'est pas SOS Méditerranée. C'est pas des ONG. Ce sont des trafiquants d'êtres humains qui l'ont récupéré. C'est-à-dire que, comment je le sais parce qu'il me décrit le bateau. Et c'est pas du tout le bateau des SOS Méditerranée avec les rations, les douches, c'est pas les couvertures de survie, c'est pas du tout ça. Ce sont des trafiquants d'êtres humains italiens et encore un Nigérian. Qui travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble et ils vont à Lampedusa. Alors Lampedusa, c'est une île, hein, et cette île, il y a des maisons abandonnées. Donc là, c'est sa première étape. Ensuite, il les emmène. Ils sont très reconnaissants, ils viennent d'être sauvés. Hein. Et puis, ils sont encore décalqués, fatigués, apeurés. Mais ils savent qu'on va pas les tuer, là. Ça, il le sait. Il me le dit. Je savais qu'on n'allait pas me tuer. On l'emmène en Sicile, à Palerme. Et depuis l'appartement dans lequel on les met, et on leur dit bien, il ne faut pas sortir. Hein. Ne sortez pas. Vous n'avez pas de papier. Évidemment qu'ils écoutent. Et, évidemment. Ils voient le marché de Ballarò. Alors, le marché de Ballarò est clairement envahi, non pas par la Cosa Nostra, qui est la mafia italienne en Sicile, mais par les cultes du Nigeria. Encore. Qui sont très présents en Italie. Qui sont très présents en Italie et qui passent des accords, en fait, avec la Cosa Nostra en Sicile, qui leur ramènent les filles, les prostituées, qui font, en fait, un peu le sale boulot de la Cosa Nostra. Et en réalité, l'anti-mafia, et bien sûr qu'on est contre la mafia, en Italie, à force de trouver des parrains ou d'emprisonner, la mafia traditionnelle italienne, elle laisse des places libres pour les cultes du Nigeria. Que ça concerne le trafic d'héroïne. Et là, ils se retrouvent à Palerme et le type du Nigeria propose aux nouveaux sauvés. Il leur dit, voilà, vous pouvez rester en Sicile, on vous trouvera du boulot, il y a des champs de citron, il y a des champs de tomates, vous regarderez maintenant autrement le citron de Sicile. Donc il y en a quelques-uns, puisqu'ils n'ont pas de métier, de compétences précises, qui restent. Et Abdul, il fait, non, moi je reste pas. Et là, on l'amène, donc c'est en bateau, sur la côte de l'Italie. Donc on n'est plus sur une île. Et il se retrouve à traverser Castelvolturno, qui est une ancienne station balnéaire qui aurait voulu devenir Capri. Sauf que Castelvolturno a subi un tremblement de terre terrible et l'État italien n'a absolument pas aidé à la reconstruction. La Camorra, qui là est une mafia du continent, de Naples, c'est juste à côté de Naples, a essayé de récupérer Castelvolturno. En fait, elle a été envahie par les Nigérians et je vous déconseille, moi, d'aller en vacances à Castelvolturno, vraiment. 70% de la population qui viennent du Nigeria. Alors, 70% de la population qui vient du Nigeria à Castelvolturno, dans une ville
poubelle Mhm. de l'Italie. Ça, ce sont les chiffres officiels. Ce qui est épicentre de la mafia nigériane en Italie. Les filles aussi, énormément de prostitution, mais dès Lampedusa, tout ça via toute une organisation, parce qu'il faut savoir que tout cet argent dont on parle, des cultes, en fait, à un moment, il repart au Nigeria. On les voit sur les flux d'argent. Mais ils traversent en bus, là, en voiture, cette ville, et là, il a vraiment eu de la chance de ne pas y être déposé. Ils vont à la gare à Caserte, qui est la gare au nord de Naples, et là, ça, c'est un des premiers trucs qu'il m'a dit, et là, je me suis dit qu'il y avait quand même du très lourd à écrire. Il monte dans un Flixbus, tenu par la Camorra, puisque toutes les... là, on est vers Naples, hein, tout ce qui est tourisme, même bateau, c'est tenu par la Camorra. Il monte dans un Flixbus, personne n'a de papier. Vous savez que quand vous prenez le Flixbus, bon, normalement, vous êtes censé avoir des papiers, bon, là, c'est pas vérifié. Direction, en direct, Prato, cette ville du textile. Incroyable. Pourquoi pas Bari, Mhm. qui est sur la côte à l'est, qui est plus près, direction Prato. Parce qu'à Prato, on a besoin de main-d'œuvre textile pas chère, en galère, prête à tout accepter. Pour la fast fashion. Mm, 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 mm. Donc il va à Prato et comme tu disais, c'est une ville tenue par les Wenzhou de Chine. Voilà. La minorité Wenzhou chinoise est une minorité du nord-est de la Chine et qui était géographiquement assez mal placée, dans une enclave entourée de montagnes avec la mer de l'autre côté. C'était la région la plus pauvre de Chine. En 1978, Deng Xiaoping explique aux Chinois que maintenant, bon, le communisme c'est bien, mais on va capitaliser et surtout coloniser le monde. Comment ? D'abord, on va apprendre les techniques. Ensuite, on va copier les techniques. Ensuite, on va même aller les faire chez eux. Et les Wenzhou, qui sont les plus pauvres, partent, évidemment. Ben, aujourd'hui, c'est la région la plus riche de Chine. Ils sont à Prato, mais pas seulement. Ils sont également à Marseille, ils sont également à Aubervilliers, ils sont partout. Et dans les années 80, ils rachètent petit à petit tous les outils de production, c'est-à-dire les outils, les machines. C'est essentiel à Prato parce que l'industrie du textile italien ne va pas bien, parce que les salaires italiens sont terribles, même encore aujourd'hui. Et qui veut aller en usine ? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup là de réindustrialiser. Qui lève la main Personne. pour aller gagner aussi peu? Personne. Et Abdoul, bon, il est très compétent, donc il va travailler pour eux. De toute façon, il n'a pas le choix, il faut bien qu'il mange. Hein. Mais avant de revenir à Prato, il y a aussi une thématique qui revient dans ton livre, c'est le trafic d'organes. Oui. Alors, un organe, en fait, ça rapporte de l'argent. Parce que vous savez que pour pouvoir bénéficier d'un organe, un rein, il y a des listes d'attente, bien entendu. Et il y a du trafic d'organes qui est tout à fait connu. Soyinka en parle, hein, au Nigeria notamment, mais ailleurs. Mais il y en a, en fait, qui partent d'Italie. Par exemple, on a une disparition extrêmement inquiétante qu'on a du mal à expliquer de mineurs isolés en Sicile. Ça, c'est très bizarre. Et on a, à Castelvolturno, sur la côte, là, sur la côte, vous voyez, c'est la Riviera, en fait, des cliniques de l'horreur, où on enlève les organes des gens. Alors, certains vendent tout simplement leurs organes. Ils viennent de se taper toute l'Afrique, ils n'ont jamais pu
envoyer un sou à leur famille. Ils en sont au point de dire oui, prends-moi mon rein. Dans des cliniques pas possibles. Ce qui veut dire que si j'ai des cliniques, ce qui veut dire qu'il y a des gens compétents, là, des médecins, on est d'accord, qui travaillent comme ça. Et comment? Alors là, la clinique de l'horreur à Castelvolturno, on l'a fermée. Il y a quand même des témoignages de personnes qui maintenant ont migré en Espagne qui disent qu'il n'y en avait pas qu'une. Ça, je ne peux pas vous dire où ça en est, je ne sais pas, et je ne vais pas aller les visiter. Mais en fait, on repère les flux d'argent. Et on se rend compte que il y a des organes qui sont partis à Atlanta, aux États-Unis. Et c'est pour ça que je vous parlais des enfants, parce que vous payez plus facilement un organe pour votre enfant, pour le petit, plutôt que pour une personne de 70 ans. Et donc là, les enfants sont, oui, sujets à du kidnapping et disparaissent. Mm, 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 mm. Parce que dans le livre, il y a écrit Atlanta, effectivement. Il y a aussi écrit New York et Chicago, des C'est ça. hôpitaux pour 5 000 euros. Oui, un rein, 5 000 euros. Voilà. Mm, mm, mm. Alors, vous imaginez, 5 000 euros, vous envoyez ça en Afrique, en Côte d'Ivoire. Enfin, c'est la fête. Hein. Enfin, c'est énorme. C'est une somme énorme. Donc, ils en sont à ce point-là. Si c'est pas du désespoir total, inimaginable, je ne sais pas ce que c'est. Mm, 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 mm. Et dans le livre, il y a écrit l'ONG Global Financial Integrity estime que la valeur annuelle du trafic d'organes dans le monde se situe entre 840 millions et 1,7 milliard de dollars. Environ 12 000 transplantations illégales ont lieu chaque année, dont plus de 8 000 concernent les reins, suivis du foie, du cœur, des poumons ou du pancréas. C'est chaud. Il y a des pays qui interdisent de vendre leurs organes à leur population. Il y en a d'autres qui l'autorisent, hein, il faut le savoir. Et on a remarqué que, et ça c'est très bien, par exemple en Israël, les mutuelles ne remboursent plus les opérations pour greffe d'organes réalisées à l'étranger. Pareil en Australie. Parce qu'une greffe d'organes réalisée à l'étranger, c'est peut-être, oui, un organe prélevé sur quelqu'un qui ne le souhaitait pas ou qui relève du trafic d'êtres humains, d'organes. Mm, 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 mm. Et dans l'Odyssée d'Abdoul, il voit aussi un autre problème, c'est le problème de la gestion des déchets aussi, crime environnemental. Oui, alors on lui a fait aussi ramasser des déchets. Donc ça, c'est de l'écocriminalité. Hein. Toujours à Prato, ça? Toujours à Prato. Ok. Alors, Prato, c'est pas très compliqué maintenant que le livre a été écrit. Vous avez des industries textiles et donc des déchets. Il faut en faire quelque chose. Donc il y a des entreprises italiennes qui font ramasser ces déchets pour les recycler. Alors, vous voyez, c'est des entreprises pareilles, ça permet aussi de toucher des subventions. Sauf qu'ils ont oublié le côté recyclage. Voilà, ça, ils ont zappé. Et il y en a qui ferment toute l'année. Hein. Moi, je les suis même plus, tellement il y en a. Parce que c'est illégal, ils ne recyclent pas. Donc, ils peuvent faire ramasser les déchets par des gens comme Abdoul. Et ils vont embaucher, ça Abdoul ne l'a pas fait la nuit, des Noirs, encore une fois, pour aller jeter ces déchets, donc en camionnette, dans mes collines toscanes, verdoyantes et extraordinaires. On peut aussi les enterrer. Alors, du coup, il y aura des déchets textiles, mais d'autres déchets qui sont mélangés dans des champs de blé, ce qui nous permet de retrouver, par exemple, du mercure dans le blé. Voilà, ça assaisonne le blé aux déchets. Ou ils les déposent, par exemple, ils vont louer un entrepôt pendant 2 mois et ils remplissent l'entrepôt. Et lorsque le propriétaire de l'entrepôt récupère
l'entrepôt 2 mois après, en fait, il est rempli de déchets. Mais une industrie qui produit des déchets entraîne aussi cette écocriminalité qui est très rentable également, puisqu'elle permet de toucher des subventions Mm, 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 mm. et, et qui est totalement illégale. Le problème, c'est qu'ils sont très très nombreux. Donc il faudrait beaucoup plus de policiers, beaucoup plus d'antimafia, parce que c'est une armée en réalité. C'est une armée de criminels. Ah, c'est terrible. Et pour Abdullah Prato, comment ça se passe pour lui? Abdul va tout faire dans les règles de l'art, hein, comme Abdul. Il va aller à la préfecture, il va demander son codice fiscale. Un codice fiscale, c'est en gros votre carte d'identité, c'est aussi votre numéro de sécu, ça sert à tout. Il faut l'avoir en Italie. Donc il va mettre 6 mois à l'avoir. En plus, au début, le policier s'est trompé sur son prénom, donc il va attendre plus que les autres. Et à un moment, il déprime, il sort de la préfecture, il s'assoit par terre, et là, une Chinoise arrive et lui dit « Mais j'ai du travail pour toi. Et donne-moi ton numéro de téléphone. » Et elle va l'appeler, et elle lui dit « Rendez-vous via Monte Grappa, qui est une grande avenue, une grande rue à Prato, où il y a plein de... C'est dans le centre, hein, où il y a plein d'ateliers illégaux. Et là, il va commencer à travailler pour Matteo. Ne croyez pas que Matteo est italien. Matteo est chinois, mais il prend un prénom italien pour se fondre dans la masse, je dirais. De temps en temps, Matteo, donc alors ils font de la contrefaçon, ou de temps en temps, ils savent pas si c'est de la contrefaçon. Parce que le fil a une bonne tenue, c'est un bon fil, c'est du bon produit. Donc il a un doute. Mais ce qui est sûr, c'est que il a un contrat de 2 heures par semaine, il travaille 12 à 14 heures par jour, il dort devant la gare centrale, il se lave dans la fontaine, il s'excuse encore aujourd'hui, il me dit « Audrey, moi je savais pas comment marchaient les lavomatiques, et ça m'aurait sans doute coûté plus cher et j'avais pas un sou. Donc je jetais mes t-shirts et j'en achetais d'autres. » Et ça pendant presque 1 an. Et il a son codice fiscale. En fait, la patience. Et il n'a pas de casier. Il n'a pas volé, il a pas de casier. Donc ça s'améliore petit à petit. Et à un moment, il croise quelqu'un dans le train et lui dit « Tu n'aurais pas du travail pour moi moi maintenant je suis en situation légale, j'ai mon codice fiscale. » Et le type lui dit « Si, si, viens demain au boulot, on cherche quelqu'un pour les machines. » Et il a son CDI. Enfin, il a plusieurs CDD parce que c'est l'Italie. Et maintenant, il a son CDI. Et juste ce petit coup de solidarité encore dans le train. Et se tenir à carreau. En fait, il s'en est sorti, même en Libye. Il dit « Je m'en suis sorti parce que j'ai accepté tous les matins d'être battu. » Et donc, ça se finit quand même bien pour Abdul, malgré ses péripéties, cette odyssée, comme c'est dit. Et quand on écrit un livre comme ça, on n'en sort pas indemne. Quel est l'impact sur toi? Disons qu'il fallait faire un choix de type d'écriture. Normalement, on écrit de l'histoire, il n'y a pas d'incarnation, quoi. Et en fait, j'ai fait le choix, par respect pour Abdul qui me racontait le plus profond de son être, euh, de me mettre dans son sac à dos. Voilà, je me suis mise dans son sac à dos. Et Abdul ne sait pas lire. Et je lui ai quand même tout fait vérifier, donc je lui ai lu le livre par messages vocaux. À chaque fois que je finissais, je lui relisais et j'attendais qu'il me dise oui, non, pas comme ça. Et il m'a dit, je crois qu'à un moment je l'ai saoulé, hein.
à lui envoyer tous ces trucs. Il m'a dit non mais laisse tomber Audrey, c'est des trucs que t'as pas vécu mais tu les as vécus. Vas-y. Ouais, 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 on avait l'impression il y avait les didascalies avec Abdul, ce qu'il disait, etc. Et comment c'était écrit, c'est comme si c'était toi qui avais vécu les choses. Finalement, tu t'es mis dans le personnage d'Abdul, tout en incluant de temps en temps des phrases issues d'Abdul. Oui, et puis c'est vraiment les phrases d'Abdul, parce que les phrases d'Abdul, moi, elles se sont gravées dans ma mémoire. Toutes, toutes. Et ce trajet-là, en fait, j'avais très peur d'être à côté de la plaque. Je suis pas une spécialiste du désert du Ténéré. Et je voulais qu'on comprenne euh, ce sable, ce froid pendant la nuit, ces gestes sur la machine à coudre, cette mer Méditerranée vineuse, pas celle d'Ibiza, vous voyez. Donc à un moment, il faut... j'ai beaucoup lu sur l'Afrique, bien entendu. J'ai découvert des écrivains extra euh, qui, je trouve, ont plus fait le deuil euh, des colonies que les Occidentaux. Avec des couleurs, une force, des verbes. Et j'ai voulu le mettre en verbe, le mettre en action. Abdul a beaucoup marché, il a beaucoup pris le bus. J'espère qu'on voit le bus. J'espère qu'on voit le mur où il y a marqué eBay égale négro. Euh, J'espère qu'on voit Abdul. Hein. Non, c'est très bien décrit, hein. C'est très bien décrit, on est dedans, c'est bien écrit. Et mais d'ailleurs, même en parlant de ça, est-ce que l'idée d'en faire un film ou une série, ça trotte dans la tête? Ça trotte, hein. Ouais, ça trotte et on va peut-être y arriver. On va, Ça mériterait, hein. on va peut-être y arriver là. Il se passe peut-être des choses. Et si ça pouvait. Voilà. Mais il se passe peut-être des choses et il y a plusieurs histoires. Enfin, Abdul nous raconte tellement d'histoires. C'est un peu le Gomorrah de la mode, hein. Le Gomorrah de la fast fashion, ou même du luxe aussi, hein. Et il nous raconte toutes ces histoires, toutes ces mafias qui, dans un monde mondialisé aujourd'hui, sont même obligées de bosser entre elles. Enfin, on se partage le gâteau, quoi. Donc on a les Wenzhou qui vont mettre en esclavage la masse salariale, C'est ça. Mm. et on a la Camorra qui va se charger des déchets à Prato, on a l'Andrangheta qui va leur louer l'immobilier au Wenzhou, et on a les cultes Nigeria qui vont s'occuper des filles et de la drogue, et il y a la Mocro-Mafia qui est arrivée également, et qui ne deal pas que du kebab dans les kebabs. Hein. Mais d'ailleurs, la hiérarchie des salaires, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les Wenzhou, il faut une hiérarchie des salaires, parce que Ouais. tu es un esclavage dans le salaire. Est-ce que tu peux... Alors, si tu es noir à Prato, tu es couturier, tu gagneras 30 € pour environ 13 heures de travail par jour. Mhm. Tu n'as pas de contrat, tu n'as pas de sécurité sociale, tu n'as rien. Hein. Si tu es pakistanais ou bangladais, tu seras contremaître et donc tu gagneras 50 €. Parce qu'en fait, les Wenzhou, maintenant, il y en a des très très riches. Si vous allez à Prato, vous voyez des grosses voitures. Vraiment, il y a des sous. Ils vont dans les restaurants gastro. Avant, ils sortaient pas. Mais en fait, ce sont oui, ce sont un peu les oligarques du coin. Maintenant, ils sont là, ils ont l'argent. Faut faire avec. Hein. Et ils veulent plus trop être en première place. Ils n'ont pas envie de se faire prendre. Il y a toujours des Wenzhou en esclavage également. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Mais ils préfèrent mettre les Pakistanais et les Bangladais en première place. Certainement pas les Indiens, parce que la Chine et l'Inde, ils sont pas copains. Mais avec le Pakistan et le Bangladesh, ça va. Et ça, c'est eux qui ont décidé de faire cette hiérarchie-là.
par rapport à la couleur de peau. Ah, mais le noir n'existait pas. C'est un moins que rien. Enfin, on parle souvent du racisme, de plus en plus, heureusement. On se rend pas compte à quel point c'est d'une violence. Mais c'était en Libye, c'était comme ça. Enfin, et là, c'est comme ça aussi. Le racisme, et c'est juste la peau. Plus t'es noir, plus t'es sous terre. Tu ne vaux rien. Mm. Et on a des théories comme ça, des gens qui disent oui, mais ils veulent tous venir en Europe. Ils veulent tous venir. Finalement, ces cadavres dont je vous ai parlé dans le désert, on entend dire également, et Camara lui dit dans le pick-up à Abdoul, avec la démographie galopante de l'Afrique, bon, bah, un de moins, un mort, c'est pas grave. Il y en a 4 derrière. C'est c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. En tout cas, son histoire est vraiment poignante. Et ici, on avait reçu un ancien migrant, François Roméo, je te passe le bonjour si tu regardes la vidéo, qui disait que au niveau de la santé mentale, on sort jamais indemne lorsqu'on est migrant de toutes ces épreuves-là. Que les gens, en fait, qui disent que tout va bien, que ça va, qui se mentent à eux-mêmes. Comment se sent Abdoul aujourd'hui? Parce que là, cette histoire, elle a 10 ans, si je me trompe pas, à peu près. Ouais, son départ, ouais, c'était 2015, ouais, absolument. Ouais, ouais. Euh, j'ai vu Abdoul sourire. Et heureux. Et fier. Tellement fier avec son ouvrage, sur sa vie. Et il dit toujours, même si je sauve qu'une personne avec ce livre, eh bien, c'est très bien. Il est fier. Et en fait, moi, à un moment, je lui ai dit, mais Abdoul, t'es un philosophe, c'est pas possible, là, ça me dépasse. Il me dit, non, je suis pas un philosophe, je suis plutôt un sage. Et ouais, 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 en fait, de temps en temps, il sourit. Il sait qu'on se revoit cet été et on sait très bien où on va aller manger. Je vous dirai pas, mais on a nos petites habitudes. Et, euh, et ouais, ouais, il se sent mieux. Et il avait peur de sortir. Il n'était jamais allé au restaurant parce qu'un noir. Et c'est vrai qu'il y a des moments qui sont terribles, hein. Et ben, on va au restaurant. Il retourne au restaurant quand je suis pas en Italie. euh, voilà, il retourne manger sa pizza. Voilà, à cet endroit. Il recrée des souvenirs dans ces rues, dans ces villes où il a énormément souffert. On modifie les souvenirs. Voilà ce qu'on essaie de faire. Mais il est fier. Après, s'il garde le sourire, c'est le plus important parce que des épreuves comme ça, que ce soit la dureté physique, psychologique, très compliquée. Parce qu'il y en a qui s'en remettent jamais. C'est un type triste. C'est un type triste. Mais au début, vraiment, son visage ne bougeait pas hein, quand on se parlait. On en rigole maintenant avec Abdullah. Je dis, oh, tu étais. Et, euh, et je l'ai vu. Je peux dire, oui, il y a 2, 3 fois, je l'ai vu heureux. Et, euh, et puis, on recrée les bonheurs. Voilà, on va se taper une glace. Alors, pour lui, ce sera pistache. D'accord. Moi, c'est citron. On va se taper une glace et on se met la chaise contre le mur du glacier. On regarde les gens passer. Et faut comme des vrais Italiens, quoi. Et il va boire son café euh, dans les cafés avec les Italiens. Bah, maintenant, ça va mieux. Il court. Il court tous les jours. Il a besoin, lui, de toujours être. Actif. Ah ouais, ça, proactif, c'est rien. À côté d'Abdoul, c'est super actif. Ouais, c'est un truc de fou. Il court le matin et quand il y est pas, il croise des Italiens et quand il les recroise, qui l'ont pas vu, ils lui disent mais t'étais où la dernière fois?
Donc ça passe, mais s'il est aussi actif, en fait, il peut pas avoir une minute. Enfin, ça le fait réfléchir. Donc Euh, c'est sa manière hum, 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 de hum. se soigner. Parce que François Roméo aussi disait que euh, lorsqu'on a été migrant, on dort très peu et qu'on a besoin de beaucoup travailler pour ne pas penser. C'est Oui. exactement ce que tu dis là. Mm. C'est ce qu'il disait pareil. C'est que des fois, il faisait deux, trois boulots pour travailler, pour ne pas penser. Parce qu'à partir du moment où il pense, il se souvient de ce qui s'est passé. Et c'est là où Ouais. le cerveau travaille. Il faut être occupé, C'est ça. absolument. C'est exactement ce qu'il disait. Mais Abdoul aussi est retourné en Côte d'Ivoire. Oui, 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 il est retourné, il a revu sa maman, qui pensait qu'il était mort parce qu'il a jamais pu appeler sa famille avant Lampedusa. Et ça a été un très très grand moment. Très très grand moment. Euh, et Mamadou et sa maman, ils avaient raison. Hein. Abdoul, il est au-dessus. Hein. Et alors, sa mère lui a dit, maintenant que tu es là, mon fils, je te le dis de suite, je te laisse pas repartir. Tu restes là. Il est hors de question que... Non, mais là, maman, je vais prendre l'avion, j'ai un passeport, ça va aller. Voilà. Mais il le dit lui-même, c'est de pire en pire, en fait, en Côte d'Ivoire. Euh, il sait que... eh ben, juste pour avoir de l'eau chaude, enfin, nous, on ne se rend pas compte, quoi. Juste pour avoir de l'eau chaude, c'est difficile. Donc non, euh, il est content aussi d'être en Italie. Oui, il est content. Et il a du respect. Bon, il y a des Italiens qui sont cons comme tout le monde, hein. Mais il sait aussi que les Italiens ne sont pas payés beaucoup. C'est pas une vie, c'est pas une vie facile non plus pour les Italiens. Mm, 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 mm. Non, mais en tout cas, le fait que ça se termine bien pour lui, c'est le plus important. Et c'est un exemple, en tout cas, de résilience. Parce que voilà, hein, il aurait pu y passer plusieurs fois. Une fois dans le désert, dans l'eau, mais Non, mais la bonne étoile. c'est un survivant de résilience, oui. Mais ce mot résilience, appliqué à Abdoul, il résonne. Nous, de temps en temps, on emploie le mot résilience, genre, t'es résiliente, t'es retournée au boulot cette semaine, t'en as marre. Non, mais là, on parle de résilience, quoi. C'est que il est au-dessus. Il est au-dessus et je suis très touchée Mm, mm. parce qu'il a eu le courage de me raconter. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est vraiment quand il m'a dit non, mais t'étais pas là, c'est sûr, Audrey, mais tu l'as vécu. Et je me suis dit, c'est bon, là, on a fait le job. En tout cas, c'est sûrement le livre le plus difficile que tu as eu à écrire. Je pense Oui, que alors oui. Alors, donc, les prochains, hein, je vais faire de la dentelle, euh, des couleurs, des fleurs, euh, des buissons, non du lilas. Peut-être écrire sur le lilas, ouais. parce que là, je vais pas retourner dans le désert là, Non. immédiatement. Là. On va éviter. Non, mais en tout cas, tu peux te féliciter et bravo à Abdoul, en tout cas, par rapport à son vécu. C'est exemplaire. Donc, en parlant même de livres, Audrey, rubrique lecture, est-ce que tu aurais trois livres à recommander, s'il te plaît? Oui, Carte blanche, ouais. peu importe la thématique. Orsinus Orca de Stefano D'Arrigo, qui est une odyssée. Mhm. Le retour d'un soldat de la Seconde Guerre mondiale vers la Sicile. C'est 1200 pages, c'est bien barré. Il a même inventé un langage, Stefano D'Arrigo. Il a failli crever de ce livre. Il a mis 10 ans à l'écrire. C'est sa femme qui lui a dit, là, faut y aller parce que mon petit lapin, ça va pas le faire. Euh, Ensuite, M, Mhm. d'Antonio Scorati, qui est en fait la vie de Mussolini. Donc c'est en 4 volumes, il y en aura sans doute un 5e. C'est exemplaire dans l'écriture, absolument exemplaire. Euh,
l'incroyable enchevêtrement du roman et du fait historique, et même de l'archive. Euh, Incroyable. Et peut-être pour le côté mafia aussi, voir un petit peu comment ça a bougé. L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Alors là, en plus, il y a des histoires d'amour, donc c'est quand même plus cool que les deux premiers. Mais on est à Naples et il se passe plein de trucs. Dans la joie et la bonne humeur. Ok, c'est noté. Bon, comme tu sais, la tradition ici, c'est que l'autre repart avec un livre. J'ai un livre pour toi. Alors, ce n'est pas Stefan Zweig. C'est vrai, Zweig aussi, j'aurais pu. Alors, il est un peu gros. Tiens, est-ce que tu peux l'ouvrir Bon, il y a dans déjà la- trop de pages. Hein. Ah bon? Ah non, je les lis, les livres, vraiment. Ah, est-ce que tu l'as? Ah non, super. Est-ce que tu peux le montrer à la caméra, Mais- s'il te plaît? Oui, mais Ouais. encore un dictateur. Bah oui, apparemment, t'aimes les dictateurs. Ouais, ça me détend en fait. Quand je lis des trucs sur les dictatures, Yves Léonard Salazar. ah ouais, mais tu vois, enfin, je suis très mauvaise là sur le coup, donc c'est parfait. Ah. Tu m'aurais donné du Bachar, tout ça, du Staline. Non, Je connaissais bien déjà. J'ai voulu innover un petit peu. Ah super. Eh ben merci beaucoup. Moi, je crois que j'ai un livre aussi pour toi. Ok. Non, je vais pas le faire là parce qu'en plus j'ai ramené un de mes livres. Alors. Ok, on va Mais, faire ça. On va faire ça après. En tout cas, ouais. merci. Oh, Merci par avance. Et Audrey, deux dernières questions. Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant quelqu'un de drôle, sympathique. Je te pose la question, comment t'aimerais qu'on se souvienne de toi? Je pense qu'on se souviendra pas de moi comme quelqu'un de drôle. Ah bon? Sympathique, ça dépend l'heure. Mhm. Pas trop tôt le matin. Droite. C'est très bien. C'est une très bonne qualité. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'Abdoul, qu'un jour on fasse le casting du futur Abdoul à l'écran, en fait. C'est le rêve d'Abdoul aussi. Mais ça mériterait pour moi. Je trouve que c'est bien écrit, c'est scénarisé. Il n'y aurait pas beaucoup de. Il n'y aurait rien à faire en fait. Tu suis le fil, quoi. Juste trouver les décors qu'il faut et tout, et les acteurs, et après c'est bon. Trouvez-nous un désert. Ah, ça. Un Abdoul à l'écran et de pouvoir aller à l'avant-première avec Abdoul. Et ça, je pense que ce sera un très très grand moment. Très émouvant. Ouais, voilà, c'est tout ce qui mérite mon petit Abdoul. Je dis mon petit Abdoul, il a 40 ans, mais ça sera toujours mon petit Abdoul. En tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite, hein. Qu'on vous souhaite d'ailleurs. Audrey, ce fut un plaisir d'échanger avec toi, que tu nous racontes l'Odyssée d'Abdoul, des détails. Merci en tout cas pour ce moment. Merci pour ce livre-là. Donc, je le rappelle, il est ici, l'Odyssée d'Abdoul, Audrey Millet. Allez vous le procurer si vous voulez connaître l'histoire d'Abdoul. Voilà, en tout cas, merci à toi. Et ravi de t'avoir reçu encore une fois. Merci Audrey. Abdoul veut te dire on est ensemble et merci également de sa part. Bah, on est ensemble, Abdoul, on est ensemble. On est ensemble. Merci Audrey. C'était Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation, en espérant que vous avez appris des choses éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.